Alors, tout d'abord, je vous souhaite une bonne année à tous et à tous, à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente parce que il y a beaucoup d'entre vous qui ont suivi les trois conférences. Donc, ça me fait énormément plaisir parce que c'est quelque chose que je débute et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui ont suivi du début jusqu'à la fin de ces conférences de cet hiver, en sachant que c'est pas forcément simple avec les fêtes de fin d'année, le nouvel an, le Noël, Hanouka, etc. Donc merci beaucoup d'avoir pris du temps pour pouvoir me suivre. Ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, là, on va clôturer les conférences d'hiver en sachant qu'au mois de janvier, j'en ferai deux, mais je vous tiendrai au courant. J'ai mis les sujets à la fin de la conférence. Vous verrez si vous êtes intéressé ou pas. En tout cas, je suis assez satisfaite des conférences d'hiver. J'ai eu beaucoup de monde. Je m'attendais pas à autant de monde et ça me conforte à l'idée de continuer à faire ces conférences et à continuer à me perfectionner en fait, parce que c'est très nouveau et c'est surtout que d'habitude je donne des cours, j'ai des gens, des étudiants en face. Et là, c'est pas facile parce que vous avez tous vos écrans éteints et on vous entend pas, donc je peux pas savoir les réactions. Je suis toute seule avec mon écran et ça, c'est assez particulier. Et voilà, je tenais à vous remercier énormément pour votre soutien. Dans ce que je fais et je vais continuer. Et l'année 2026 se veut être énormément de conférences. Je vais aussi mettre en place des newsletters une fois par mois. Donc voilà, ça, c'est en train de se mettre en place et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Donc ce soir, pour la dernière conférence sur les objets du passé, on va parler des manuscrits de Qumran. Donc l'idée, c'était, parce que c'est un sujet dont on parle énormément, mais qui est beaucoup dans la fantaisie, dans le fantasme humain. C'est dans la culture locale, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est et on ne sait pas vraiment ce qui a été découvert, dans quel ordre, comment ça a fonctionné. Il y a énormément eu de livres, hein. Mais pareil, ces livres sont souvent des pavés, c'est pas très bien résumé. Après, il y a les documentaires aussi, mais pareil, c'est long. Et donc, du coup, je voulais faire une mise à jour de ce qui a été découvert, comment ça a été découvert, de quoi on parle exactement, quels sont les types de manuscrits et est-ce qu'on en découvre encore. Donc voilà, donc ça va être le sujet d'aujourd'hui et ça va vous donner, je pense, une bonne base si vous partez visiter Qumran ou même si vous avez des discussions, vous savez à peu près de quoi vous parlez et même quand vous voulez peut-être lire des livres sur Qumran, vous savez exactement quoi regarder et comment le regarder. Donc tout d'abord, il faut savoir que les manuscrits de Qumran se trouvent dans le désert de Judée. Donc là, j'ai sorti mon pointeur. Donc, le désert de Judée, c'est toute cette partie-là, en fait. Là, vous avez Israël, vous avez la Cisjordanie et en fait, vous avez Qumran qui est juste là, qui est à côté de la mer Morte. Donc, c'est sur la rive occidentale de la mer Morte et c'est en 1947 qu'on va faire la découverte la plus importante du XXe siècle. Si vous regardez bien sur mon PowerPoint, et je vais essayer de prendre du temps pour que vous puissiez regarder les images sur les PowerPoint, mais en fait, Jérusalem n'est pas très très loin de Qumran. Là, je vous ai mis, alors attendez, est-ce que le pointeur, voilà. Là, je vous ai mis une autre photo, donc vous avez la carte et ensuite vous avez un peu un rapprochement satellite du site de Qumran. Donc en fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a un site que vous pouvez voir un peu lointain, mais c'est ça qui est intéressant. Je vous l'ai mis lointain exprès, c'est pour que vous voyez, on peut voir assez de loin. En fait, à vol d'oiseau, on peut voir les structures, les murs, etc. Donc là, c'est le site archéologique avec le musée et la petite vidéo qu'ils font sur Qumran. Et ici, vous avez en fait les falaises, le plateau qu'il y a à Qumran qui s'appelle en fait Qumran parce que vous avez un wadi qui s'appelle le wadi de Qumran en fait. Et donc euh, là, je ne sais pas pourquoi ça se remet pas en pointeur. Il faut que je reclique à chaque fois. Non, vous ne voyez pas. Voilà. Et en fait, comment ça se présente? Bah, si un jour vous avez l'occasion de voyager en Israël et d'aller à la mer Morte, en fait, vous allez voir des falaises comme ça. On appelle ça des promontoires rocheux. Et vous allez voir souvent, bah, en fait, il y a des grottes
tout au long de cette falaise qu'on peut voir et qu'on peut apercevoir comme ici, qu'on peut apercevoir un peu partout en fait dans ce paysage assez lunaire qui est le désert de Judée. Alors, alors, ce qui se passe à Qumran, c'est que tout commence en 1947 quand la tribu de Tahamire découvre par hasard dans une grotte des grandes jarres, voilà, en céramique contenant des manuscrits anciens. L'information parvient rapidement aux archéologues et dès 1949, une équipe conjointe au département d'Antiquité de Jordanie et l'école biblique archéologique française de Jérusalem, dirigée par Pierre Roland de Vaux, entreprend des fouilles systématiques. Pendant près de 10 ans, ils explorent à la fois les grottes et le site de Qumran lui-même, cherchant à comprendre qui étaient les habitants de ce lieu et pourquoi ces textes avaient été cachés. Au total, ils vont découvrir à peu près 11 grottes qui vont livrer des milliers de fragments provenant d'environ 900 à 1000 manuscrits différents. On parlera des différents types de langues, mais ils ont trouvé, les manuscrits sont rédigés dans des langues différentes. Certains textes correspondent à des livres de la Bible hébraïque, d'autres sont des écrits religieux jusque-là inconnus. D'autres décrivent encore la vie et la discipline d'une communauté installée dans la région. Les datations paléographiques et radiocarbone situent entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Donc, ceux qui ont suivi à peu près les deux conférences, vous savez très bien que le IIIe siècle avant notre ère, c'est toute la période hellénistique, avec aussi la révolte hachmonéenne, etc. Et le 1er siècle avant notre ère, comme on en a parlé avec les Lambes, c'est la période hérodienne jusqu'à la période romaine en fait et la destruction du temple. Donc je vous ai bien situé, vous savez à peu près le contexte historique qu'il y a en Judée à cette époque-là et comment en fait les dynamiques, les dynamiques et la politique se jouent à ces périodes. Soit à l'époque même où le judaïsme se structure, où naissent les premiers aussi courants du christianisme. On va voir aussi le site de Qumran. Donc là, vous avez en fait la tribu de Tahamire. Il faut savoir que la tribu de Tahamire, elle est encore présente de nos jours. C'est une tribu bédouine. C'est une tribu qui existe encore dans le désert de Judée. Et en fait, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire, c'est une tribu qui est pas facile parce elle résiste assez à l'envahisseur. Elle aime pas trop être embêtée. Donc, c'est assez intéressant parce qu'ils ont été assez actifs dans cette découverte et dans cette fouille. Là, à chaque fois, il faut que je reclique sur le pointeur. Je suis désolée. Euh, voilà. Là, vous avez le directeur de la fouille de Vaux. Donc, il faut savoir que cet archéologue, il est très connu. Il a fait énormément de fouilles archéologiques en Israël et aussi en Cisjordanie. Et donc, en fait, il est issu de l'école biblique de Jérusalem, d'archéologie de Jérusalem. Et il faut savoir que l'école biblique de Jérusalem est encore française, est encore active. Ils ont même une antenne d'archéologie. Ils sont plus tournés vers la Cisjordanie. Et il faut savoir aussi que c'est eux qui ont quasiment tout fouillé à Qumran. Donc, c'est eux qui ont publié, etc. Et c'est aussi eux ils ont énormément de stockage, etc. Et c'est eux qui ont aussi, qui travaillent, enfin, qui ont le brevet pour tout ce qui est le tombeau de David, en fait, le tombeau les tombeaux des rois à Jérusalem. Donc c'est eux qui gèrent tout le côté archéologique du tombeau des rois de Jérusalem. Donc il y a énormément de choses à faire encore avec l'école biblique de Jérusalem et ils sont encore très actifs à Jérusalem. Donc là, vous avez la falaise, comme je vous ai dit. Et là, vous avez, à chaque fois le pointeur il s'en va, mais là, vous avez l'équipe de fouille qui était une équipe essentiellement bédouine. Et là, vous avez les amphores qui étaient scellés et qui gardaient les manuscrits. Lorsque les archéologues commencent à fouiller la région de Qumran à partir de 1949,
Ils comprennent très vite que les manuscrits ne proviennent pas d'une seule grotte, mais qu'en fait, il y a un réseau de cavités naturelles qui est creusé dans la falaise. Là, je remets mon poster. Donc là, vous avez la carte à gauche. Donc vous avez plusieurs. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez plusieurs rivières. Donc en arabe, on appelle ça des wadis. Et en fait, vous avez vraiment. Donc là, vous avez la falaise, hein. Vous avez une première ligne de falaise. Vous avez une deuxième ligne de falaise. Et quand vous voyez, en fait, les grottes sont assez éloignées. Donc cave en anglais, c'est grotte pour ceux qui sont pas anglophones. Et en fait, vous voyez par exemple la grotte 1, elles sont organisées, leur nombre, leurs numéros sont organisés par ordre de découverte. Donc on a découvert d'abord cette grotte-là, la grotte 2, puis la grotte 3 un peu plus loin. Et ensuite, à Qumran, on en a trouvé une série de grottes. Ça s'étend sur plusieurs kilomètres le long du plateau dominant la mer Morte. Et ces grottes sont, voilà, comme on a dit, organisées de 1 à 11. Et certaines sont proches du site habité de Khirbet Kounrad, d'autres s'éloignent davantage. Cette organisation spatiale montre que le dépôt et la conservation des rouleaux n'étaient pas le fruit des hasards. Les 11 grottes qui les ont abritées étaient dessinées de manière géographique. Les grottes de 1 à 6 se trouvent à proximité, on va dire, des ruines et elles semblent en fait être liées à l'activité du site, tandis que les grottes qui sont plus éloignées, comme 11 et 3, sont liées à plus des aspects bibliques un peu plus éloignés, tandis que la grotte 4, qui est vraiment très près du site, elle va livrer plus de 15 000 fragments de manuscrits et elle va être entièrement dédiée à la vie quotidienne et intellectuelle des habitants qui vivaient à Qumran. Donc là, je vous ai mis aussi l'organisation de comment ils ont découvert les grottes. Donc ça, c'est l'organisation de la grotte 1 que vous voyez. Je suis désolée, j'ai un souci avec mon pointeur, il n'affiche pas tout le temps. Donc vous avez l'organisation de la grotte 1, donc vous avez l'entrée et en fait, ce que vous voyez, les ronds, c'est les jarres scellées avec dedans les parchemins et en fait, quand vous voyez, vous en avez énormément qui étaient organisés comme ça. Donc c'est assez intéressant. La grotte 1, en fait, c'est celle qui a fourni des rouleaux presque complets qui étaient soigneusement enfermés dans la jarre. Et vous avez, par exemple, ici, tout en bas, vous avez vraiment le parchemin qui a été trouvé. On va parler de ce parchemin. Donc là, tout le manuscrit qui a été découvert dans la grotte 1. Ensuite, vous avez la grotte 4, dont on va parler parce que c'est celle qui est plus phénoménale parce qu'ils ont trouvé 15 000 fragments. Donc, on pouvait trouver aussi les jarres comme ça, en petites, enfin, complètement détruites. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait que quand elles sont détruites comme ça, il y avait probablement aussi des étagères. Donc, en fait, des petites jarres où on pouvait entreposer des petits fragments de parchemin ou des morceaux de parchemin un peu plus petits. Donc ça, c'est les deux grottes qui ont livré énormément et qui donnent à peu près une idée de l'organisation. Donc vous aviez les grandes jarres où on pouvait stocker les grands manuscrits et vous aviez aussi des petites jarres que j'ai mis aussi, je pense, là. Ces petites jarres aussi. Et elles étaient situées sur des étagères et les étagères, malheureusement, n'ont jamais été retrouvées. Ça, c'est l'état de comment on peut retrouver aussi les jarres et ça vous dit quand même l'exception, enfin, la préservation est quand même assez exceptionnelle de ces manuscrits, quand on voit qu'on peut aussi les trouver vraiment en milliers de fragments. Alors, on va parler du site de Qumran parce que c'est assez intéressant. Donc, à partir de 1949, donc toujours la même date, le père Roland Deveau de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem ont dirigé plusieurs campagnes de fouilles, et donc on a dit 10 ans. Et en fait, il voulait savoir si ceux qui vivaient ici, donc sur ce site archéologique, étaient aussi liés aux grottes de Qumran.
Et en fait, quand ils ont commencé à fouiller, ils avaient vraiment quelques petites structures, quelques petites ruines. Et pensaient sincèrement, et ça c'est souvent ce qu'on a pensé, qu'en fait c'était la fin du monde pour les Juifs. Et en fait, les gens se sont recroquevillés, ils ont fait un campement, et ils ont commencé à écrire, et puis ils ont stocké ça dans les grottes. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un complexe architectural très organisé, qu'on n'était pas forcément dans un campement, mais en fait dans une ville composée de bâtiments communs, de cours intérieurs, de pièces de travail et d'installations spécialisées. L'un des éléments les plus frappants, donc on verra la carte, je vous expliquerai un peu ce qu'on a découvert. L'un des éléments les plus frappants est la présence d'un système hydraulique sophistiqué, des canaux taillés dans la roche, des citernes monumentales, des bassins reliés entre eux pour accueillir les eaux de crue. Certains de ces bassins ont été interprétés comme des bassins rituels de purification, qui est un indice fort d'une communauté marquée par la discipline religieuse et la pureté rituelle. Donc là, je vous ai mis une carte en français un peu de l'organisation de la ville, en fait. Enfin, de la ville, on s'entend. En fait, vous aviez un gros bâtiment qui est avec des toilettes, une cuisine et une tour et un magasin, en fait. Vous aviez aussi une salle de réunion et un scriptorium qui est ici. Et en fait, ce qui est assez intéressant pour les archéologues, c'est tout le réseau d'eau qui montre que ces gens-là sont restés assez longtemps parce que si c'était vraiment un campement et que c'était à la fin du monde, ils se seraient pas embêtés à autant creuser dans la roche et autant travailler le réseau d'eau avec les, euh, les montées d'eau qu'il peut y avoir en hiver dans le désert. Donc il y a une véritable volonté de pérenne en fait, parce que c'est comme si, imaginez quand vous êtes sédentaire, en fait, il y a deux questions qui se posent chez l'être humain, c'est la circulation des eaux. Pourquoi? Parce que quand il reste, il a besoin d'évacuer ses déchets, donc il a besoin d'avoir de l'eau et de l'eau qui va nettoyer ces déchets, mais aussi de l'eau potable en fait. Et donc cette circulation, et même avec la présence de bains rituels, montre que c'était quand même assez organisé pour une fin du monde, on va dire. Ça ressemble pas à un bunker, ça ressemble plus à quelque chose qui fonctionnait, etc. Et donc il y a un mur d'enceinte, donc ça veut dire qu'il y avait quand même une sorte de protection pour protéger la communauté, etc. C'était pas très grand. J'ai pas trouvé combien c'était ça mesurait, mais c'était pas très grand. Donc là, vous avez à gauche, vous avez les bains rituels qui ont été trouvés. En face, pour ceux qui connaissent pas, vous avez la mer Morte vraiment juste en face, en sachant que la mer Morte, elle est pas potable, donc on va pas prendre l'eau de la mer Morte pour, euh, pour se laver ou pour boire. Et là, vous avez Roland Devaux, et là, vous avez des photos d'archives de la fouille archéologique qui a été faite durant ces dizaines d'années. Comme vous voyez, en fait, le complexe de Qumran, il est vraiment au cœur, il est là. Et il est vraiment à côté de de la rivière, mais il est vraiment central par rapport aux grottes. Donc c'est ça qui va être très intéressant à comprendre. Donc, le mobilier qui a été mis à jour il nous éclaire aussi sur la vie quotidienne. Donc, les fouilles ont trouvé une quantité de céramique, comme vous pouvez voir sur la photo de droite. Et vous avez des bols, des lampes à huile, ainsi que des ustensiles de cuisine qui montrent tout à fait une vie quotidienne. Et vous avez des encriers. Et c'est ça, c'est qui est très intéressant. Qui est un objet en archéologie extrêmement rare. Donc, c'est ça les encriers que vous avez. Vous avez des restes alimentaires, des outils, des objets domestiques qui complètent ce tableau qui est durablement installé en fait. Donc là, vous avez vraiment les objets en gros qui ont été trouvés et qui ont été quand même bien préservés entre les bols et les céramiques qui sont quand même la céramique a été trouvée en grande quantité et les encriers ainsi que les jarres. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, on va rentrer un peu dans, dans le système, c'est qu'on a trouvé aussi un cimetière. Donc là, je vais vous montrer aussi. C'est que là, vous avez l'endroit où on suppose, c'est là où on a trouvé les encriers. Donc à cet endroit, ils ont trouvé deux endroits où il y avait probablement des espaces d'écriture. Donc l'espace numéro 2 qui est là, qui représente ça.
Et vous avez aussi à l'espace numéro 6 qui est là, où on suppose que c'était des tables de scribes et que c'est là où ils écrivaient. Là, vous avez encore un milvet. Et ici, vous avez à peu près je voulais vous montrer la vue du complexe. Donc, ils vont trouver aussi un cimetière qui va être situé à l'est du site, comprenant plusieurs centaines de sépultures alignées. La régularité de ces tombes et l'absence quasi totale d'objets funéraires renforce l'idée d'un groupe de communauté qui était assez pieux et qui était assez distinct de la population environnante qui enterrait assez différemment. Ces nombreux éléments ont conduit de nombreux chercheurs à identifier Qumran avec une communauté essénéenne, même si ce modèle continue toujours aujourd'hui d'être discuté. Donc les Essénéens, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est en fait Flavius Joseph qui va en parler, ainsi que Philon d'Alexandrie et Pline l'Ancien. Et en fait, ça évoque un courant religieux qui apparaît au deuxième siècle avant notre ère, au sein même de la période du judaïsme. C'est parce en fait, c'est des périodes, comme on l'a vu, de séisme politique et religieux. Et les Esséens, ils ne représentaient pas vraiment une rupture avec la religion juive, mais plutôt une manière de vivre qui était assez exigeante, plus recroquevillée sur soi-même, et elle était davantage tournée vers la pureté et l'étude d'une intervention divine dans l'histoire, en fait. Et en fait, ce qui a donné lieu à ce qu'on pense que ça soit eux, c'est parce que les manuscrits qu'on a trouvés, ils décrivent aussi que il y a un manuscrit dont on va parler. Je n'ai pas envie encore vous dire le titre, mais ce manuscrit-là, en fait, va décrire comment doit s'organiser une communauté religieuse très pieuse. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire, tout de suite, les chercheurs ont vraiment pensé que c'était les Essénéens. Toutefois, c'est quelque chose qui est en train de vraiment se perdre parce que cette, attendez, il y a quelqu'un qui me parle. Oui, il y a quelqu'un qui veut venir. Oui, tu peux venir, mais il faut que j'appuie. Et en fait, cette communauté, bonjour Nathalie. En fait, cette communauté, elle va être, euh, elle va être, on va la, on va pas être sûr que c'est ça. Pourquoi? Parce que en fait, on va avoir des périodes en fait, ce site va continuer jusqu'à la période romaine, jusqu'à la destruction du temple, et c'est pour ça que pour les archéologues, c'est pas sûr que ça soit en fait cette communauté archéologique. De toute façon, on va revenir au fur et à mesure sur l'origine et les éléments qui prouvent que c'est pas sûr à 200% qu'on a affaire à une communauté qui était vachement recroquevillée sur elle-même et qui était en fait une secte. Et donc, du coup, on va avancer les éléments, etc. Enfin, il y a des éléments qui prouvent que non, finalement. Donc, les premiers chercheurs à analyser les manuscrits, qui jouent un rôle décisif dans cette lumière, c'est Eliezer Lipa Sulkenik. Donc, c'est lui. Et c'est le premier qui va décrire, en fait, c'est le premier qui va déchiffrer, en fait, les manuscrits de la mer Morte et qui va aussi dire la nature exceptionnelle de certains de ces rouleaux. Celui qui va suivre, c'est Yigal Yadin, qui va continuer son travail scientifique sur l'acquisition des manuscrits, dont un assez spécialement où vous allez entendre l'histoire, vous allez être très choqué par l'histoire de ce manuscrit. Et en fait, tout ça a été coordonné dans le musée de Rockefeller de Jérusalem. Donc, c'est l'un des premiers musées qui a été fait pour l'archéologie à Jérusalem. C'est le musée Rockefeller. Donc, la famille Rockefeller, c'est une grande famille qui a énormément donné et qui a construit ce musée. Et en fait, ça a été l'un des premiers musées archéologiques où les gens ont commencé à stocker leurs découvertes. Les objets ont commencé à être organisés par période. Et en fait, c'était un endroit où on pouvait aussi faire de la recherche et analyser. Ce musée a été aussi la base de l'institution, enfin des bureaux de Israel Authorities Antiquities,
Mais maintenant, en fait, le musée est fermé pour restauration. Tous les objets qui ont été découverts, etc., normalement, vont être déménagés et réinstallés dans le nouvel bâtiment du Israel Authorities Antiquities. Et les Israel Authorities Antiquities ont bougé, ils sont à côté du musée de Jérusalem. Voilà. Alors, je vais faire un truc, c'est que je ne vous vois plus. Donc, c'est assez difficile pour moi. 2 secondes. Voilà. Est-ce que tout va bien? Je suis désolée de faire une pause, c'est parce que sinon je vous vois pas et je vois pas les mains se lever. Tout va bien? Est-ce que vous pouvez lever des mains, etc.? Bon, ça va? Ça se passe bien. Je fais bien les choses. Donc, ok. Donc, je vais continuer, euh, je vais continuer mon diapo. Même avec vos emojis, vous éclatez, c'est cool. Là, ça fait plaisir. Alors, on est à la moitié du chemin. Donc voilà, donc là vous avez vraiment les premiers protagonistes de l'étude en fait des parchemins et du musée qui est le premier musée national d'archéologie en fait de l'époque. Les premiers chercheurs à analyser les manuscrits ont joué un rôle décisif parmi ceux, donc ça on leur a dit. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ces manuscrits, en fait, ils sont à la fois en plusieurs matériaux. Donc, vous avez en fait le parchemin, vous avez le cuir. Et donc, on a trouvé en cuir et on a aussi en papyrus. Et c'est des matériaux qui auraient dû disparaître depuis longtemps. Mais le désert de la Judée a joué un rôle assez conservateur, naturel. Vous avez un air extrêmement sec. Les grottes sont fermées et vous avez une obscurité permanente qui permet une stabilité thermique. C'est pour ça qu'elles ont été stockées dans les grottes. Et cet environnement unique a protégé les rouleaux pendant près de 2 millénaires jusqu'à leur découverte. Euh, Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, pour comment ils ont restauré ça, en fait, ils ont restauré ça à travers des papiers En fait, ils ont pris les morceaux qui allaient très délicatement et ils les ont mis sur des papiers japonais. Les papiers japonais, en fait, avec des supports en carton, voilà, et recouverts de papier japonais. En fait, le papier japonais, c'est quelque chose qu'on utilise énormément en manuscrit. C'est en fait pour la restauration des manuscrits, c'est un papier qui est tellement fin qu'en fait, il n'abîme pas et en fait, il protège énormément parce qu'il est assez sec et à la fois assez doux. Donc, ça permet de sauver et lire les textes et en même temps, il est assez transparent comme vous l'avez ici en fait. Donc, vous avez là le morceau de carton et là, vous avez le morceau de parchemin. Là, vous avez les jarres que vous voyez, celles-ci, elles ont été détruites, elles ont été reconstituées et sans aucun doute exposées au musée Rockefeller. Là aussi, assez intéressant que je vous ai mis, c'est que dans les années 90, c'est Israel Authorities Antiquities qui va prendre l'ensemble des manuscrits et qui va les placer dans un programme de conservation spécialisé avec un laboratoire qui va être dédié uniquement au parchemin et on va vraiment en faire attention. Donc désormais, les manuscrits sont conservés dans des conditions strictement contrôlées, donc une température à 20 degrés, une humidité relative à 50% et des lumières ultraviolettes qui permettent de rendre ça la lumière pour ne pas effacer les écritures. Et en fait, ça va être rangé dans des boîtes hermétiques neutres avec des matériaux non acides parce que tout ce qui va être acidité va détruire en fait matériau. Donc, il va falloir vraiment utiliser des matériaux neutres parce que en fait, en archéologie, ce qu'il faut savoir, c'est que un objet archéologique, déjà un objet de base a une date de péremption, on va dire, qui peut être détruit très rapidement. Et en fait, un objet en archéologie qui sort
sort de son environnement, c'est quelque chose qui a une date euh, de fin, en fait, donc de péremption. Donc, ce qu'on fait, nous, les archéologues, c'est qu'on fait tout pour ralentir, en fait, cette date de péremption, les conservateurs aussi. Mais il est naturellement normal qu'un objet se détruise au fur et à mesure, et donc il y a tout un travail de conservation. Et les anciennes restaurations, par exemple les anciennes conservateurs, non, ça, des fois ils ont fait des bêtises, ils ont pensé qu'en mettant de la colle, ça allait mieux fonctionner que mettre du scotch, par exemple. Donc c'est les nouveaux, enfin, c'est comme ça que fonctionne la recherche, mais la recherche permet d'avancer et donc du coup de pouvoir utiliser au mieux les matériaux. Donc là, vous voyez quelqu'un avec une main, donc un gant pour éviter de polluer le parchemin, mais vous voyez, en fait, ils sont accrochés par des rubans adhésifs, ce qui est assez marrant. Là, vous avez les boîtes, en fait, à gauche. Vous avez les boîtes et des photos, etc., qui montrent les fragments de parchemin. Et là, vous avez en fait toute la série de réécritures et de quand ils rassemblent en fait l'ensemble des parchemins. Donc, je devais parler du Shrine of the Book parce que quand ça a été bougé dans les années 1990, ça a été aussi exposé dans ce dôme qu'on trouve au musée de Jérusalem. Donc, c'est The Shrine of the Book. Et en fait, ça représente un enclin symbolique presque sacré pour des textes considérés comme porteurs d'une histoire spirituelle. Donc, c'est là qu'ils sont, que les manuscrits sont exposés. Et vous avez ici aussi une figure symbolique avec l'un des plus grands manuscrits qui a été découvert à Qumran. Donc, qu'est-ce que ça contenait réellement? Maintenant, on va aller au vif du sujet. Donc, les manuscrits se répartissent en plus grandes catégories. Une partie importante correspond à des livres de la Bible. Donc, vous avez Ésaïe, Psaume, Deutéronome, souvent dans des versions très proches de celles que nous connaissons aujourd'hui. Et certains manuscrits bibliques datent du IIIe siècle avant notre ère, faisant d'eux les plus anciens des textes. On trouve aussi des prières, des hymnes, des commentaires bibliques, des écrits apocalyptiques, des règles communautaires, des calendriers religieux. On trouve aussi des lettres liées à la révolte. Tout un univers littéraire qui ne figurait dans aucun canon connu. Ces textes témoignent d'une extraordinaire créativité religieuse à l'époque du Second Temple. Beaucoup de ces écrits étaient juste là, totalement inconnus, et révèlent une dimension nouvelle du judaïsme. Alors, il faut savoir que là, vous avez en fait ce long parchemin qu'on a trouvé sur, dans la grotte numéro un. En fait, c'est le rouleau d'Isaïe. Donc, en fait, ici, en fait, on a trouvé l'un des plus longs parchemins qui est le meilleur en préservation. Et en fait, c'est le rouleau d'Isaïe. Et c'est celui-là qui est exposé euh, au musée de Jérusalem. Donc, il fait environ 7 mètres de long. Il est copié en 125 avant notre ère et il a été mis à jour en 1949. C'est le plus complet de la Bible hébraïque dont nous disposons provenait en fait seulement du Moyen Âge, notamment le Codex de Léningrad en, en 1008 de notre ère. Autrement dit, en fait, le Qumran permet de remonter en fait l'étude des textes plus haut, qui est en fait le deuxième siècle avant notre ère. Les chercheurs ont alors entrepris un travail patient de comparaison entre le texte de rouleau d'Isaïe de Qumran et les manuscrits médiévaux. Et le résultat a été remarquable parce que la très grande majorité des textes étaient identiques, presque lettre pour lettre. On observe bien sûr quelques variantes, des orthographes différentes ou des mots ajoutés ou omis ou encore de légères reformulations, mais aucune altération majeure dans un sens global du livre. Sur le plan scientifique, ça a montré en fait une tradition de la copie des textes bibliques sur une très longue durée parce qu'on part de 125 avant notre ère
jusqu'à 1008 de notre ère, donc c'est à peu près 2000 ans, non 1000 ans, plus 1100 ans de tradition de textes bibliques. Et on sait très bien, pour ceux qui sont juifs, à quel point les sopھères sont assez sont rigoureux au niveau de l'écriture. Il faut jamais qu'une lettre en cache une, qu'une lettre ne ressemble pas à une autre. Et en fait, on voit que ce côté en fait rigoureux, c'est aussi bien parce que ça permet la préservation de grands rouleaux comme ça d'Isaïe. Sur le plan historique, elle suggère que les chercheurs suggèrent que la forme du texte est largement, en tout cas le rouleau d'Ésaïe est largement stabilisé au deuxième temple, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas revu et re-revu ou remis en commentaire, où on se pose des questions, on veut effacer, ou on veut remettre à jour. Non, on est sur quelque chose d'assez assez clair, tout le monde est d'accord sur ça, et c'est pas remis en question, en tout cas au deuxième temple. Donc ça, c'est très, 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 très intéressant, et c'est très, très beau aussi. Ensuite, vous avez celui qui a été trouvé aussi, pareil, dans la même grotte, qui s'appelle La règle de la communauté. Donc, c'est un des textes majeurs découverts à Qumran qui décrit en fait en détail l'organisation euh, interne d'un groupe religieux juif à l'époque du Second Temple, les conditions, l'admission, la hiérarchie, les règles de pureté et la vie communautaire. L'entrée dans la communauté se faisant au terme d'une période probatoire exigeante. Seuls ceux qui acceptaient une discipline religieuse stricte et un engagement moral total pouvaient être admis. La vie du groupe était fortement structurée, bien mis en commun, repas collectifs, hiérarchie, bon bref, presque un kibboutz, hein, fondé sur la sagesse et la piété et respect rigoureux des lois de pureté. La, la forme, euh, la forme est assez puissante, et en fait, il y a ce qui est assez déconcertante dans les règles de la communauté, c'est qu'on a une opposition entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Et donc, je pense que c'est ce texte-là qui a donné un peu ce côté, oui, ils étaient dans une période apocalyptique, mais en fait, c'est assez intéressant parce qu'il parlait de fils de lumière et fils de ténèbres, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ce document a profondément transformé notre compréhension du judaïsme ancien, en montrant qu'il ne s'agit pas d'un bloc uniforme, plusieurs courants existaient, dotés de leur propre institution et identité religieuse. Et en fait, c'est cette règle de la communauté que je vous disais. Donc moi, je pensais que c'était à la grotte 4, mais je me suis trompée. C'est à la grotte 1 que ça a été trouvé. Et en fait, c'est là où, pour certains chercheurs, c'est cette description, comment ils décrivent les règles de la communauté, qui ont donné cette idée que ce soit les Essénéens, décrits par Flavius Joseph et Phallon et Lepine. Mais c'est pas forcément sûr. Alors là, vous avez sur ce texte-là, vous pouvez les trouver en fait sur Israel Museum de Jérusalem, donc le musée qui garde l'ensemble des manuscrits. Vous pouvez lire en fait les textes, elles sont accessibles, sont largement accessibles, et vous pouvez les lire comme ça. Je crois pas qu'il y a de transcription, mais vous pouvez vraiment les voir, et les lire et tourner les pages en fait du manuscrit. Ensuite, ce qui a été trouvé aussi dans la grotte 1, alors là, vous avez, ça j'ai oublié de vous dire, mais en fait, vous avez le nom de code. Donc, vous avez la grotte 1 à Qumran, parchemin à Habab. Donc là, vous avez aussi un KS. Souvent, c'est lié à la structure du parchemin. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut voir où se situait en fait le parchemin. Donc, je vais y aller doucement. Mais en fait, on est toujours à la grotte 1 et on est assez éloigné de Qumran, hein. Enfin, c'est à quelques kilomètres, quoi. Donc, les Pécharim, c'est assez intéressant parce que ce sont des commentaires bibliques interprétatifs rédigés verset par verset. L'exemple le plus célèbre étant le commentaire sur Habakkuk. Alors, dans ces textes, les prophéties anciennes sont relues comme annonçant l'histoire récente et les expériences spirituelles de la communauté, notamment à travers des figures clés comme maître de justice, chef spirituel charismatique
et le prêtre impie. Donc c'est ce qui est évoqué là, associé à une autorité religieuse rivale. Les Pécharim révèlent aussi une méthode d'exégèse théologique propre à ce groupe. La Bible n'y est pas seulement un texte du passé, mais une clé de lecture du présent et des temps à venir. Par la même occasion, ces documents ont apporté des données précieuses sur les tensions religieuses et institutionnelles qui traversent le judaïsme avant la destruction du temple au 70 avant, en 70, montrant un paysage spirituel complexe traversé de conflits, d'autorités, de divergences doctrinales et d'attentes. Donc là, pareil, vous pouvez les lire. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que voilà, c'est des commentaires en fait de texte. Donc c'est très intéressant. Ensuite, ils ont trouvé aussi les rouleaux de cuivre. Donc, ce qui est intéressant, donc là, ils ont été trouvés dans la grotte 3, qui est là. Et en fait, ces rouleaux de cuivre, pourquoi ils sont intéressants? Parce qu'en fait, ils sont à 99% de cuivre et 1% d'étain. Donc ça a été trouvé avec dans la composition chimique. Et c'est pas écrit en parchemin, en fait, c'est gravé sur des plaques de cuivre et en fait, c'est martelé. Et on pense que en fait, l'idée, c'était de pouvoir conserver les documents assez longtemps. Et en fait, ces textes y répertorient une série de dépôts d'or et d'argent cachés en divers lieux sous forme d'un véritable inventaire. Donc, j'ai l'impression qu'ils avaient envie de garder leur inventaire un peu plus comme nos bases de données, quoi, c'est-à-dire comme nos comptes en banque, ils voulaient les garder assez précieusement. Et voilà, on pouvait en fait trouver, grâce à ça, ça pouvait nous donner des lieux de conservation de biens, d'or et de bijoux, etc. Il révèle aussi l'existence d'une organisation matérielle de logistique complexe et bien plus développée qu'on ne l'imaginait et constitue sans doute l'un des rares exemples d'archives pratiques du 1er siècle. Donc c'est assez intéressant. Ils sont conservés aussi au musée de Jérusalem. Ensuite, vous avez le rouleau du temple. Donc ça, c'est un truc qui m'a énormément plu. Donc c'est aussi, là, c'est à la grotte 11. Et c'est très intéressant parce que en fait, c'est en 1960 que l'archéologue donc Israël Yigal Yadin, le fils du premier pionnier qui a lu et qui a reconnu les manuscrits comme quelque chose d'ancien, il va recevoir une lettre lui proposant la vente de manuscrits de la mer Morte. Les négociations échouent. Yodine propose 130 000 dollars pour l'acquisition de ce rouleau, mais son propriétaire est un cordonnier et antiquaire de Bethléem nommé Khalil Iskander Shrahim, surnommé Kando, refuse. En 1967, à l'issue de la guerre des 6 jours, Yadin se rend dans la boutique de Kando à Jérusalem-Est et trouve le rouleau dans une boîte à chaussures. Il finira par offrir à Kando la somme de 105 000 dollars pour l'acquisition de ce rouleau, aujourd'hui conservé au sanctuaire du livre au musée d'Israël à Jérusalem. Bien que le rouleau n'a pas été découvert in situ, il n'a pas été trouvé dans la grotte 11, il a reçu le numéro de 11 parce que il y avait en fait, ils ont trouvé deux autres manuscrits qui sont assez similaires dans la manière d'écrire et comment l'œuvre elle a été faite. Donc du coup, ils l'ont appelé 19. 11, donc il a reçu le numéro 19, d'où le sigle ONQ19. Donc moi, je n'ai pas marqué ce que c'était ONQT, mais c'est ONQ19. Donc, vous avez les trois manuscrits. Donc Yadim, il va déchiffrer le rouleau du temple. Et en présentation, il va faire une présentation préliminaire publiée en français au compte-rendu d'Académie des inscriptions des belles-lettres. Et selon lui, le rouleau a été copié dans la seconde moitié du 1er siècle avant notre ère. Et où il suppose aussi 1er siècle de notre ère par un scribe professionnel. Ce texte comporte 66 colonnes, mais le début est perdu. Il manque probablement beaucoup de ce texte. Et en fait, ce qui est assez magnifique, c'est qu'en fait, c'est une description idéale euh, d'un temple, du temple parfait, conçu selon un plan extrêmement précis. En fait, on a des éléments importants du temple parfait, avec trois enceintes sacrées successives, une pour le peuple, une pour les prêtres, une réserve au sanctuaire,
On a des séparations strictes. On a aussi un besoin de distance nécessaire entre les temples et les habitations humaines. Le lieu doit être totalement séparé des impuretés physiques comme morales. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que en fait, le texte, c'est comme si Dieu parlait directement à Moïse. Il n'y a pas vraiment de, comme dans la Torah, Vayomer Adonai à Moshe les morts. Là, en fait, on va avoir directement Dieu qui parle à Moïse. On va avoir aussi des règles religieuses et on va avoir de nombreuses citations à la Torah, au Pentateuque, aux sacrifices et aux fêtes juives. Donc, c'est très intéressant. C'est un texte très intéressant. Donc, je vais vous regarder parce que j'espère que vous allez bien. Je vous vois pas du tout. Je suis toute seule sur mon écran, donc je ne sais pas comment vous allez. Donc, on va faire une micro-pause pour savoir comment ça se passe. Est-ce que vous êtes toujours en train de d'adorer voilà, manger des petites des confettis et tout, ça me rassure. Merci beaucoup parce que moi, je suis toute seule avec mon écran, donc je vois pas du tout ce qui se passe. Donc maintenant, on va parler en fait, des langues du manuscrit et en fait, je vous expliquerai aussi mon point de vue sur la question. Je pense que c'est une point de vue qu'ont la plupart des archéologues. Mais en fait, ces manuscrits ne sont pas qu'écrits en hébreu ou en paléo-hébreu. Il y a trois langues majoritaires, si ce n'est plus. On a en fait de l'hébreu. On a aussi de l'araméen, on a du grec, on a du latin et on a du nabatéen en fait. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on voit en fait pour ceux qui ont suivi mes conférences, on voit vraiment les différentes langues qui étaient utilisées dans cette région à cette période en fait. Vous avez l'hébreu, vous avez l'araméen, euh, vous avez l'hébreu, l'araméen, vous avez le grec, vous avez le latin. Donc l'hébreu, faut savoir que l'hébreu, le paléo-l'hébreu, c'était quelque chose qu'on parlait en Judée. L'araméen était quand même la langue, comme je l'avais dit, à la période achéménide, c'était la langue comme on parle anglais de nos jours, c'est-à-dire une langue qui était accessible pour tout le monde. On a le grec qui est la période hellénistique, etc., avec les Grecs, et on a le latin avec les Romains, et on a le nabatéen. On a aussi de l'arabe dans certains textes, etc., mais beaucoup plus anciens. Donc c'est assez. Les manuscrits n'utilisent pas tous la même écriture. On observe plusieurs styles de scribe hébraïque, dont certains sont très formels, proches de l'écriture carrée, utilisés encore aujourd'hui, et d'autres plus cursifs, adaptés à la copie quotidienne. Les spécialistes, ils vont comparer cela, ces formes de lettres, pour dater les manuscrits, pour pouvoir savoir à peu près dans quelle période on est, etc. Donc là, je vous ai mis en fait le site internet qui est largement accessible d'Israel Authorities Antiquity. Vous savez, on avait parlé d'Israel Authority Antiquité. On avait parlé d'un site web, enfin d'un laboratoire que des autorités israéliennes avaient créé. Et en fait, maintenant, il est complètement ouvert, il est en open access, ouverture des données. Donc, du coup, vous en avez accès. Donc là, en fait, c'est The Dead Sea Scroll. Donc, vous n'avez pas que Qumran, mais vous avez Qumran, ils en ont enregistré 913 qui donnent au public. Et vous en avez aussi à Masada. Enfin, vous avez les différents secteurs où ça a été trouvé. Et vous avez les différents contents. Donc, qu'est-ce que ça contient? Donc, vous avez les compositions qui ne sont pas bibliques, les textes qui ne sont pas encore identifiés. Vous avez les compositions bibliques, les documents, les télim, les mésouzotes. Donc, vous avez vraiment l'ensemble des manuscrits qui ont été trouvés de la mer Morte, en fait, autour dans les sites de la mer Morte. Nous sommes concentrés qu'à Qumran. Et donc, du coup, là, on va aller sur les débats scientifiques. Donc, je vous ai fait un tableau à peu près des hypothèses possibles. Moi, je vais vous donner mon hypothèse. Donc, vous avez le modèle essénéen classique, donc,
qui proviendrait d'une communauté assez pure. Les arguments principaux, c'est qu'on a quand même des correspondances entre pratique essénienne et règles communautaires, comme on a parlé du manuscrit sur les règles de la communauté. On a l'isolement religieux idéal communautaire, cohérence entre les sources antiques et le site archéologique. Mais en fait, le souci, c'est qu'on ne nomme jamais explicitement les Sénéens et certaines pratiques euh, diffèrent des descriptions anciennes. Et on a aussi la diversité des manuscrits dépasse peut-être une seule communauté, mais on a aussi le fait que l'archéologie montre que le site a duré jusqu'à la période romaine, en fait. Donc on ne sait pas vraiment si c'est ça et on pense que c'est pas assez suffisant pour pouvoir donner cette hypothèse. Ensuite, c'est le modèle de bibliothèque multiple. Donc, ces grottes auraient servi de dépôt pour plusieurs bibliothèques venant de centres variés, dont Jérusalem, et Qumran aurait été un relais ou un refuge. Pourquoi? Parce que vous avez une grande diversité textuelle et vous avez un volume important de manuscrits avec des chronologies et des origines assez variées. Et le rôle précis du site de Qumran reste encore débattu pourquoi il y a autant de manuscrits dans cette région et pourquoi c'est aussi convergent. Euh, c'est une hypothèse qui est de plus en plus considérée pour expliquer la diversité en fait textuelle et la diversité aussi chronologique de ces manuscrits. Après, moi, c'est le modèle, ce modèle-là que je crois le plus, c'est-à-dire qu'on a affaire à un atelier scribal. Qumran aurait été un lieu où on confiait activement des manuscrits. Donc, avec les indices paléographiques d'école Scriba, on a trouvé quand même beaucoup d'encriers et des tables et des ruines organisées. Moi, je pense aussi que le désert, comme on a pu le voir à Masada, enfin, quand on verra à Masada, mais à Masada aussi, il y a un endroit où ils écrivent les manuscrits. Donc, je pense que à cette période-là, probablement, le désert était un endroit où il y avait des scribes, en fait, où ils écrivaient, comme on avait les monastères avec les moines qui écrivaient en fait les manuscrits, qui retranscrivaient tout en fait. Tous les textes ne montrent pas le même style scribal, c'est ça là ce qui dérange. Et beaucoup de manuscrits semblent copier ailleurs. Donc il y a des manuscrits qui semblent en fait pas du tout suivre le même style d'écriture que Conrad. Donc, on ne peut pas vraiment savoir ce qui est. Alors après, on a le modèle de la secte dissidente, donc une communauté sacerdotale qui se serait marginalisée par rapport à tout ce qui s'est passé à la période hellénistique et romaine, après les conflits à Jérusalem. Et en fait, la référence, c'est le maître de justice qui est persécuté. Ton, ton assez polémique et assez critique sur les autorités religieuses. Et en fait, là où on n'est pas d'accord, c'est que on n'est pas sûr qu'il y avait vraiment une dispute et une scission qui s'est fait avec Jérusalem. Donc possiblement, mais pareil, ça paraît difficile. Donc aussi l'autre modèle, c'est le non sectaire. Donc les manuscrits reflètent juste un judaïsme pluriel et fluide sans spécialement de secte. Donc on a en fait ce qui prouve ça, c'est les présences de textes bibliques, liturgiques, de lois apocalyptiques, etc. Et c'est plusieurs versions religieuses qui coexistent, mais les limites, c'est que certains manuscrits semblent très identitaires et communautaires, donc peut-être que Qumran appartient à un monde religieux qui est diversifié. Moi, j'ai un peu du mal là-dedans, je trouve qu'elle est assez facile comme, euh, comme hypothèse. Je reste sur mon idée d'atelier scribal. Et après, le site aurait eu d'autres fonctions, donc plusieurs niveaux de fonctions, mais ça, on ne le saura pas parce que de vous, il a bien fouillé, mais quand même. On a des interprétations différentes de bâtiments, pas preuve de direct de synagogue ou de monastère. Mais le problème, c'est qu'on a quand même ces mikvés, cette communauté qui est assez organisée comme un système de kibbutz qui ne permet pas de dire que ça a que c'est une communauté en multifonction. Donc on ne sait pas. Donc voilà. Donc ça, c'est la fin de la conférence. Et du coup, maintenant, je vais arrêter l'enregistrement et je pense qu'on aura quelques questions parce que c'était un sujet
assez passionnant. Voilà. Donc